Donc, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve à présent et on ouvre un temps spécifique sur une synthèse donc, de ces 2 jours de symposium et aussi un retour sur le premier rapport en date au sujet des résidences du ministère de la Culture. Je donne pour cela donc, la parole à Anne Stouvenel, qui est la présidente d'Art en Résidence Réseau National, qui va modérer ce dernier échange. Merci, à tout à l'heure. Merci Mathilde, c'est bon, on m'entend bien, oui. Je reprends la parole à présent, en effet, pour modérer la synthèse de ces 2 journées de symposium Reflecting Residencies. Alors, nous entendons Annie, mais nous ne la voyons pas. Peut-être, Annie, si tu peux couper. Et si je fais démarrer maintenant. Annie, voilà. Nous allons, suite à la synthèse, revenir avec Grégory Jérôme et Annie Chèvre-Fils-Desbioles sur le rapport de 2019 de la DGCA, ministère de la Culture, intitulé « La résidence d'artistes, un outil inventif au service des politiques publiques ». Mais avant cela, je vais laisser la parole à Grégory Jérôme pour revenir brièvement sur ces 2 jours de rencontre. Tu vas pouvoir nous livrer de premières pistes de synthèse. Grégory, je te présente. Grégory Jérôme, tu es conseiller juridique et enseignant à la HIR, Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Tu es responsable du service de formation continue, coordinateur du CFPI, Centre de formation des plasticiens intervenants, et en charge d'un bureau support par une permanence juridique au sein de la HIR à Strasbourg. Tu fus précédemment conseiller juridique pour le Centre de ressources Centrale Vapeur Pro, spécialiste des questions de statut, de cadre juridique et de socio-économique des activités de création. Du coup, il me donne tu le interviens... son, ça donne pas... Tu interviens en tant que chargé de cours et collabores avec de nombreuses structures dans le champ des arts plastiques et graphiques. Tu présentes la CIL, Confédération de l'illustration et du livre, Document d'artistes Grand Est et Fugitif, lieu, projet et programme de résidence à Leipzig en Allemagne. Grégory, je te laisse la parole pour ce temps de synthèse. Très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Très bien. Bon, alors, c'est pas un exercice facile auquel on a été conviés, donc Annie Chèvre-Fils-Desbioles et moi-même. Ceci étant, le fait d'avoir pu écouter la quasi-intégralité des échanges pendant ces 2 jours vient quand même soulever un certain nombre de points saillants. Qui ne sont pas une surprise, hein, puisque effectivement le sujet était suffisamment annoncé de longue date et balisé pour que, au fond, les échanges auxquels on a pu assister on viennent comme ça jeter un éclairage sur les préoccupations et les enjeux qui traversent cette modalité du travail artistique qui, on le voit bien, depuis un certain nombre d'années maintenant, a acquis une importance très très grande et a connu même une croissance très importante. Alors sans revenir tout de suite sur le travail fait par Transartistes ou Res Artistes, enfin en tout cas tous ces réseaux, on peut noter qu'effectivement, au-delà du nombre, par exemple, 1300 programmes de résidence, me semble-t-il, pour Transartistes. Aujourd'hui, on voit à quel point, depuis le premier guide qui avait été publié par l'AFA en 92, qui recensait à l'époque, je crois, quelque chose comme 200 programmes de résidence, la résidence a fait du chemin, en quelque sorte, quoi. Voilà. Donc, la question de la légitimité de la résidence comme modalité du travail artistique, je crois que ne se pose plus vraiment, d'autant plus qu'on voit bien à quel point ces temps de résidence, ces espaces de résidence sont devenus pour les artistes des moments ou des temps et des espaces absolument cruciaux dans leur travail,
des moments, des temps et des espaces, mais aussi des infrastructures presque, au sens où peuvent se développer dans ces résidences nombreuses, variées dans leur forme, dans leur gouvernance, dans leur territoire, permettre aux artistes de s'engager dans des expérimentations, dans des productions, dans de la recherche aussi, sur des principes souvent d'ailleurs trans ou interdisciplinaires. Alors, pour avoir notamment consulté un ensemble de textes, d'articles et d'ouvrages sur la question qui n'ont malheureusement pas fait l'objet de traduction toujours, j'ai même noté que cette connexion avec le site ou avec un environnement au sens large forme la base, bien sûr, de pas mal de programmes de résidence. Et en anglais, d'ailleurs, on utilise de façon comme ça assez imagée ces expressions comme site-bound art, site-determined, site-referenced, site-specific, site-responsive, site-related et un peu à côté, mais project-based art. Donc autant de termes, effectivement, qui disent à la fois l'importance, mais aussi le paradigme qui se joue au travers des résidences qui accueillent du coup des pratiques qui prennent en compte dans le travail même de recherche, de réflexion et de production des dimensions spatiales, sociales, ce qui marque effectivement d'une empreinte assez singulière la création contemporaine depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, mais ce qui n'était pas forcément évident il y a quelques années encore, où le travail, tu l'as rappelé tout à l'heure, Anne, en parlant des post-impressionnistes, le travail sur site n'impactait pas nécessairement la production même, au sens où on poursuivait ailleurs le travail qu'on avait engagé précédemment et dans un lieu de plus grande familiarité. Donc là, on voit bien la manière dont les résidences, comme modalité du travail artistique, viennent marquer de façon assez nette des pratiques qui intègrent justement ces réalités sociales, environnementales, sociologiques aussi et géographiques dans le travail même. Voilà, pour rapidement évoquer comme ça quelques points. Autre chose qui frappe également après l'écoute de tous ces échanges très intéressants, et au-delà donc de la légitimité largement acquise par les programmes de résidence depuis un certain temps maintenant, la résidence se situe aujourd'hui dans un moment particulièrement marqué aussi par des bouleversements sociaux et économiques, mais aussi des pressions et des tensions géopolitiques, sans compter aussi l'impact écologique et les urgences qui vont avec, autant que les urgences humanitaires d'ailleurs. Et on peut légitimement se poser la question de savoir comment ces grands bouleversements qui nous font face impactent les pratiques artistiques elles-mêmes et notamment la mobilité des artistes. Et quelque part, ça fait peut-être écho à la remarque très pertinente d'Aurélie Brûle qui rappelait tout à l'heure, du point de vue de l'école, du point de vue des étudiants qu'on y forme, puisque je parle aussi depuis une école, c'est la manière dont, on pourrait peut-être le dire même sur un plan éthique ou sur un plan sociologique, les étudiants modifient peut-être leur manière d'envisager leur insertion dans le monde qui vient, enfin dans le monde qui vient, au sens dans le monde professionnel dans lequel ils vont prendre pied. Et effectivement, autant la résidence comme modalité de travail a pu marquer des trajectoires d'artistes de façon très importante par le passé, presque comme des trajectoires ou des passages obligés. Il est fort possible qu'on assiste dans les années qui viennent un petit changement de ce point de vue-là, puisque comme Aurélie l'a souligné,
la possibilité aujourd'hui pour un certain nombre d'artistes de se projeter dans ce type de temps et d'espace est rendue d'autant plus difficile que l'économie même du travail artistique s'en trouve largement contrariée, puisque beaucoup d'artistes, les jeunes en particulier, mais pas que, ont à composer finalement avec une certaine manière d'être artiste, à savoir en étant à la fois artiste et autre chose, ce qui rend beaucoup plus difficile une mobilité libérée de contraintes pratiques. Voilà. Alors, bien sûr, ça n'est pas nouveau non plus, mais on voit bien que conjugué au bouleversement dont je parlais tout à l'heure, on voit bien comment ces deux choses s'articulent ou pourraient s'articuler pour modifier peut-être dans la temporalité post-formation d'autres manières peut-être d'être artiste. Autre chose que la remarque d'Aurélie venait souligner, c'est la dimension collective de ces initiatives et l'autogestion dans laquelle souvent elles se placent, puisque, à contrario, on voit avec les résidences, avec leur structuration, Charlotte Fouché-Ichli le disait également, comment, avec cette structuration, au fond, la pratique résidence a pu bénéficier de ce qu'on appelle communément l'échange de bonnes pratiques. Mais dans ces échanges de bonnes pratiques, et c'est ce que soulignait Charlotte, il y a aussi ce risque précisément de l'uniformisation de ce qui pouvait, il y a quelque temps encore, apparaître comme précisément des initiatives non déterminées, à savoir, ne sachant pas trop bien ce qu'était une résidence en dehors du temps et de l'espace qu'elles offraient aux artistes, eh bien les résidences pouvaient se trouver dans des configurations très singulières du point de vue des équipements proposés, du point de vue des conditions d'accueil, du point de vue de l'accompagnement ou non qu'on pouvait y trouver. Donc on voit bien que l'échange de bonnes pratiques à la fois montre l'état de maturité dans lequel se trouve la modalité résidence comme modalité du travail artistique, mais en même temps fait courir le risque ou fait porter le risque d'une certaine uniformisation de ce qui pouvait encore apparaître auparavant comme éminemment flottant, ou au sens il y avait autant de manières d'organiser une résidence qu'il y avait quasiment de résidences, quoi. Donc ça, c'est peut-être un point qui est important, parce que il ne s'agirait pas que la résidence se ferme, au sens ne se laisse pas traverser par ce dont elle s'est laissée traverser justement jusqu'à présent, c'est-à-dire de la nouveauté, de l'innovation, de l'indéterminé, de l'imprévisible. C'est d'ailleurs aussi ce que notait Bénédicte Chevalier d'une manière très pertinente à propos de la manière dont les résidences avec les entreprises se construisaient dans son esprit, en tout cas. C'est-à-dire selon le principe de la contradiction et de la différence. Alors que précisément, on aurait pu penser que le travail avec l'entreprise comme figure, quoi, aurait plutôt porté à croire que c'est une forme comme ça de sécurisation du temps de résidence qui était visée, alors qu'on voit bien que surprendre, aller à un endroit non attendu, comme elle l'a très bien dit, sans même qu'il y ait au fond toujours les mêmes finalités qui soient recherchées, comment cette manière d'envisager la résidence en entreprise ou en lien avec les entreprises était particulièrement fructueuse et riche justement de rencontres, de découvertes, etc. Anne, tu me dis si je suis trop long, mais sinon je poursuis encore 2-3 minutes. Donc, au-delà de la fonction centrale que représente la résidence
au sens du développement artistique, de la garantie d'offrir du temps et de l'espace et des conditions de la recherche et de la réflexion pour les artistes, on voit que il est temps aujourd'hui peut-être voilà, de se laisser traverser peut-être par peut-être des évolutions nécessaires. Voilà. Autre enjeu que j'ai vu apparaître aussi au travers de vos échanges, c'est celle de la saisie des résidences par des enjeux que je nomme comme ça, régénération urbaine, métropolisation, et plus largement cette manière très particulière de voir les territoires être intégrés d'une façon très forte, quoi. Un peu comme s'il ne pouvait plus y avoir de territoire qui échappe en quelque sorte au contrôle. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors, oui, sur l'intensification aussi de la forme résidence, c'est précisément ce que montre aussi le travail de transartistes et même de art en résidence en quelque sorte. C'est vrai que ça peut susciter des réactions et des volontés comme ça d'échapper au sens de contre-institution, portées par des artistes eux-mêmes, par des communautés artistiques qui, peut-on penser, pourraient souhaiter renouer avec une certaine maîtrise des enjeux ou une reprise de certains enjeux qui ne sont pas forcément toujours les mêmes quand voilà, des réseaux comme ça de résidences sont structurés à une échelle macro. Alors, est-ce qu'on peut parler pour autant d'une éthique qui pointe son nez au sens d'une recherche de ralentissement ou d'une recherche de plus grande soutenabilité par opposition à des perspectives qu'on voit là de circulation généralisée, de facilité avec laquelle on peut considérer le monde comme étant un terrain de jeu ou de recherche ou de création. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce que au fond ces initiatives ou ces contre-institutions qu'on voit apparaître, mais modestement encore, qu'est-ce qu'elles nous disent de peut-être ce virage qu'on pourrait peut-être, sinon souhaiter, du moins appeler un peu de nos voeux, quoi. Puisqu'encore une fois, il s'agit bien d'un ralentissement, et là pour le coup, cette manière dont on a été contraint de stopper en quelque sorte cette circulation généralisée montre bien qu'elle nous offre justement ce temps nécessaire à repenser ou à reposer les bonnes questions. Point qui m'a particulièrement aussi marqué, mais ça c'est plutôt d'ordre général, peut-être même philosophique. Au moment précisément où on voit la planète et le monde comme ça pouvant être parcourus d'une façon relativement simple, tout au moins pour certains, c'est pas donné forcément à tout le monde, mais est-ce que la résidence offre encore, ou peut-elle encore offrir justement une forme d'étrangeté au sens de s'étranger à soi-même, c'est-à-dire que on parle aussi de globalisation, d'homogénéisation culturelle ou des modes de vie ou des pratiques. Du coup, est-ce que l'éloignement, la mise à distance d'une géographie maîtrisée, d'un environnement maîtrisé, offre-t-elle encore, ou peut-elle encore offrir aujourd'hui cette forme, on va dire, oui, alors d'éloignement, d'étrangeté. Voilà, ça c'est une question que je me suis posée. Mais voilà pour l'instant un rapide, comment dire, rapide lecture de ce que j'ai pu entendre. Merci Grégory Jérôme pour ce retour, puisqu'effectivement, ce n'est jamais simple après 2 jours de symposium que de se lancer dans une synthèse à chaud. Je précise que Mathilde Chénin, qui est artiste et chercheuse,
Et derrière ce symposium aussi depuis 2 jours et pourra aussi travailler avec nous sur la rédaction des actes de ce colloque. Alors, Grégory, toi qui as pu aller sur une île en pleine tempête en résidence, la forme de l'éloignement. Alors oui, on pourra y revenir évidemment. Et je pense qu'on est d'accord sur l'intérêt, l'importance du contraste, du contexte, de l'implantation, de la diversité, finalement du sur-mesure, qu'on a beaucoup discuté, sur lequel on est beaucoup de revenus. Je pense à la table ronde 1 que j'ai pu modérer et au projet de Triangle France Astéride et de DOS Marès, qui sont toujours à activer des projets spécifiques, mais comme tant d'autres résidences. Donc, on est bien d'accord sur le sur-mesure et la diversité. Je vais maintenant présenter le rapport de la DGCA, ministère de la Culture 2019, intitulé « La résidence d'artiste, un outil inventif au service des politiques publiques ». Je vais m'adresser à vous, Annie Chèvre-Fils Desbioles, que nous ne voyons pas. Est-ce que vous m'entendez, faute de me voir? Voilà, on vous entend très bien. Merci Anne, bonjour Anne, merci à Chloé et Élise qui a tenté de voir avec moi. On a fait la manip ensemble, mais on veut pas que mon image apparaisse. J'en suis désolée parce que ça simplifie quand même de se voir et de comprendre quand chacun prend la parole. En tout cas, toutes mes excuses pour ce manque-là de vision avec vous. Je vous laisse, je pense, Anne, voilà, présenter cette brique de rapport. Merci, pas de souci, Annie, on vous entend en tout cas très bien. Annie Chèvre-Fils Desbioles, vous êtes inspectrice au ministère de la Culture après des études en histoire de l'art à Montréal et en sociologie des œuvres de la culture à Grenoble. Vous menez au départ une carrière de critique d'art, notamment en tant que correspondante d'Art Presse. En 1983, vous avez créé en collectif la revue d'art contemporain S à l'Université du Québec. En 1990, à Marseille, la culture à la ville vous confie une mission de soutien aux artistes et institutions et associations. Un programme intitulé Actes convie des artistes, auteurs, chercheurs à examiner les projets individuels d'auteurs et des associations de la ville. Une manière de créer à la fois les conditions d'un débat public et d'une valorisation de la création à Marseille. Une expérience importante. Par vos fonctions au sein du ministère de la Culture depuis plus de 20 ans, en tant qu'inspectrice et conseillère à la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, vous contribuez activement à la structuration du secteur des arts plastiques, tout en offrant des visions prospectives. Depuis 6 ans au service de l'inspection de la création artistique, vous avez mené plusieurs études et avez été notamment co-rédactrice et coordinatrice de cette étude, donc la résidence d'artiste, un outil inventif au service des politiques publiques. Ceci étant dit, présentons-nous tous les trois. Je vous livre ici une présentation succincte d'Art en résidence pour cet échange qui arrive. Notre association a été créée en 2010 et Grégory et Jérôme d'ailleurs étaient présents aussi à la création, notamment au regard des 3 éditions et circulaires disponibles à ce moment-là. Les guides des résidences réalisés par l'AFA, en effet Grégory, anciennement Institut français et Affaires d'étrangères en 1995, un journal du CNAP de 2005 et la circulaire de 2006. Voilà un petit peu les éléments que nous avions à la création d'Art en résidence. Art en résidence fédère des structures dont l'organisation de résidence est l'activité principale ou représente une part significative de leur projet d'activité. Les structures membres relèvent d'une diversité de tailles, de statuts et de moyens qui composent la richesse du réseau. À partir de séances de travail communes, de présentation publique, de mise en place d'outils et d'événements communs, le réseau permet de mutualiser et de partager les modes de fonctionnement, les actions, les enjeux,
afin de structurer et de donner une plus grande visibilité au dispositif de résidence, véritable soutien à la création contemporaine. Cette lecture du rapport est à replacer dans ce contexte précisément de la résidence dans le champ des arts visuels. Je reviens à présent donc sur le rapport de la DGCA. Ce rapport a été rendu public en mai 2019. Il a été réalisé par 5 inspecteurs et inspectrices de la DGCA, ministère de la Culture, dont vous, Annie Chèvre-Fils-Desbioles, et Sandrine Mailleux pour les arts plastiques, Elena Daporto pour le théâtre, Nicolas Vergniaud pour la danse et Sylvie Sierra Markiewicz pour la musique. Nous vous remercions grandement pour ce travail tant essentiel. Et je vous avoue que nous appliquons déjà la préconisation 17 en page 11, organiser une rencontre nationale biennale thématisée afin de rendre compte de la vitalité des résidences et d'échanger sur les chantiers en cours. Je signale à nos amis non francophones qu'une présentation de ce rapport est disponible en anglais sur notre site internet, donc artsenrésidence.fr. Voici maintenant une présentation générale du rapport. Le comité de rédaction a souhaité qu'il revienne évidemment sur l'orientation de la politique du ministère de la Culture dans un cadre interministériel et en relation avec les collectivités. En page 9, vous présentez la résidence ainsi. L'accueil en résidence est le seul outil de politique publique permettant la convergence entre les enjeux de la création contemporaine, les besoins matériels autant qu'artistiques des créateurs dans leur diversité et les priorités des politiques publiques à l'échelle locale, nationale et internationale. Pour cela, vous proposez un état des lieux et 20 préconisations. Ce rapport est aussi prospectif. Il aborde des réflexions sur un long terme, enjeux sociaux, culturels, liens avec les collectivités qui financent donc en grande majorité, la déconcentration, important, l'approche collaborative, le lien vers le numérique, entre autres. Le rapport intègre toutes les disciplines, nous l'avons vu, donc art visuel et spectacle vivant, et tous les lieux consacrés à ces disciplines, labellisés ou intermédiaires. Je me permets de remarquer que ce rapport est extrêmement dense et approfondi, 255 pages, et riche de 22 entretiens annexés, dont celui de Grégory Jérôme, ici présent, et de moi-même en tant que représentante d'Art en Résidence Réseau National. Ce rapport représente la résidence en tant qu'outil, je vous cite, action renouvelable, voire ponctuelle, et outil de développement culturel. Et peut-être moins en tant que structure. Les structures de résidence sont souvent des lieux intermédiaires, ou en tout cas pas labellisés pour ça, comme c'est le cas des 3/4 des lieux fédérés Art en Résidence, par exemple. Or, les autres structures de l'écosystème de l'art le sont, centres d'art, FRAC, musées, etc., ce qui a pour effet de placer les lieux intermédiaires sur une position de très grande fragilité. Nous nous interrogeons sur le fait qu'il n'ait pas précisément été question de pérennisation, et en premier lieu de prise en compte de la précarité des dispositifs ou de certains dispositifs. Pourtant, on le voit ici, tant nécessaire, utile au local et éminemment important pour les artistes auteurs. Alors, comment peut-on structurer? Les DRAC ont peut-être un poids ici et une investigation est à mener. C'est un des points de la préconisation numéro 8, établir des priorités qu'il conviendra d'affiner en concertation avec les DRAC. Nous serons heureux d'approfondir ce point, je vous cite, accompagner et structurer les dynamiques en place, plus particulièrement dans les lieux intermédiaires sur la base de programmes pluriannuels. Voici à présent 3 principaux constats de ce rapport. Vous revenez sur ce que les résidences permettent et ce en quoi elles sont structurantes, ce qu'elles tissent en termes de liens avec l'international. Je vais revenir sur chacun de ces points. Le premier constat est ce que les résidences permettent. En 1, d'encourager une structure artistique et culturelle souhaitant s'engager plus en avant dans le soutien aux artistes et à la création. Cela représente donc un plus pour les artistes-auteurs et la nécessité d'accompagner la résidence par des structures professionnelles.
En deux, la résidence permet aussi d'actionner un levier afin d'obtenir des financements publics complémentaires. Petite remarque, depuis la lecture d'art en résidence évidemment, il me semble toutefois que cela reste dans la majorité des cas peu opérant pour le fonctionnement de la structure, dont la vocation est essentiellement la résidence, puisque les montants concernent surtout la part artistique. En trois, la résidence permet également de contribuer au repérage et à l'émergence d'artistes. Cela représente donc un plus pour les programmateurs en termes de prospection et pour les artistes-auteurs afin de créer du lien, évidemment, lien avec les publics dans les territoires. Cela renvoie notamment aux résidences tremplin, qui est un champ à intervenir, donc, comme le précise le rapport. Deuxième principal constat de ce rapport, très rapidement, les résidences représentent, comme le rappelle la note de mission, je cite, un mode de soutien privilégié à la production artistique dans sa diversité, comme à la professionnalisation des artistes. Cette observation rejoint aussi le fait que la résidence est donc bien un lieu de recherche et souvent un lieu de professionnalisation. Troisième constat de ce rapport, les résidences sont des laboratoires, des, je cite, espaces-temps clés de soutien à la création dans une dynamique d'échanges internationaux qui reste cependant largement à développer et à encourager. Alors, justement, je me permets de vous livrer un retour sur ce point. Nous revenons inévitablement sur la faisabilité des projets internationaux pour les structures et leur pérennisation, ou pas, en tout cas leur pérennisation en termes de temps disponible et de moyens financiers. Dans ce rapport, on parle d'un déploiement à l'international qui reste à penser lorsque l'on prend en considération les moyens engagés par les structures pour simplement enclencher le projet, ce qui représente la plus grande part des moyens en personnel, en temps, en budget et en attention. Nous pouvons par exemple penser à la prospection, la rencontre, la construction du projet, le lien avec le tissu local et social, l'établissement d'un choix d'auteur, l'organisation de la première résidence. Ensuite, le projet roule et devient efficace à ce moment-là. Pourtant, il est difficile de faire perdurer un projet de ce type puisqu'il dépend souvent d'aides limitées dans le temps, telles que celles des DRAC, des régions, du CNAP, des prix et des soutiens de mécènes privés que l'on peut mobiliser sur un tel projet, par exemple. Enfin, voici quelques questions que nous nous posons précisément au niveau des arts visuels, et ceci n'est pas exhaustif évidemment, au-delà de ce rapport et de vos missions Annie Chèvrefils d'Ébiol. Au-delà de ce rapport, en effet, Art en résidence mène une réflexion dans le cadre d'échanges réguliers avec les conseillers culture auprès du président de la République, le cabinet du ministre de la Culture, l'administration du service art plastique de la DGCA et l'Institut français. Nous nourrissons par ailleurs cette réflexion avec nos pairs à l'échelle internationale. Tous les termes de la discussion en vue d'une véritable politique de la résidence sont actuellement posés. Je me permets d'en souligner les éléments les plus importants pour une action rapide et concertée qui permettent de faire face à la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Alors, quelle application pour ce rapport? Et quelle action publique? Et par quelle action publique? D'une part, alors que les fonds privés sont actuellement en recul, nous l'avons vu aussi pendant ces 2 journées à certains endroits, 2 de nos membres, par exemple, ferment cette année à cause de la perte de mécènes. L'État a là une mission de soutien à apporter dans le lien avec les privés qui représentent aussi une part de fluctuation et de précarité potentielle. D'autre part, dans le contexte actuel, c'est factuel, la résidence est indispensable aux artistes-auteurs qui se trouvent en difficulté. Ces lieux les accueillent et leur permettent de travailler. Il est aujourd'hui nécessaire de formuler un plan résidence par le ministère pour la consolidation des structures qui sont aujourd'hui fragiles,
qui n'ont parfois pas de conventionnement pluriannuel. Quelle place et quel financement possible pour les artistes ou pour l'artiste associé que préconise ce rapport? Comment servent les éléments structurels tels que les sauts d'avis? Comment investir les DRAC dans la consolidation et le développement de ce secteur et de ces activités précisément? Quel croisement interministériel possible avec les affaires étrangères pour mieux structurer et stabiliser la mobilité? Cette présentation et ce premier retour fait, je laisse la parole à Grégory Jérôme pour prolonger l'échange avec vous. Annie Chèvre-Fils d'Ebiol. Et donc, je vais à présent couper mon micro pour vous laisser parler. Alors, je ne sais pas si je dois prendre la parole là tout de suite ou plutôt laisser le soin à Annie Chèvre-Fils d'Ebiol de répondre à quelques-unes des interrogations. C'est d'ailleurs ce que je pense effectivement devoir faire. Et je prendrai du coup la parole peut-être juste après. Je peux peut-être enchaîner. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation qui n'était pas aisée de revoir tous ces points et de finir par le plan résidence et en effet la préconisation de cette étude, de ce rapport qui, je le rappelle, ne concernait que le territoire national. Hein. C'était la demande qui a été faite, mais qui était en effet dans une dynamique et une volonté du président de la République de vraiment avancer sur, on va dire, le dossier résidence dans toutes ses acceptions. Donc, c'est vrai que vos questions s'adressent, et vous le faites, à François Quintin, comme responsable aujourd'hui des arts plastiques au sein de la DGCA et ses services, et également, comme vous l'avez rappelé, directement aux différents cabinets. Nous, au niveau de l'inspection, on est plutôt là pour, en effet, faire un état des lieux, ouvrir des chantiers, des prospectives. Et c'est vrai que pour nous, le parti pris donc pluridisciplinaire, bien sûr, a peut-être limité un regard sur les arts plastiques, mais aussi les a élargis. Et quand nous avons préparé ensemble ce symposium, au moment de la sortie du rapport, c'est vrai que j'ai insisté auprès de vous sur la place notamment des écoles supérieures. Et je me félicite de la présence de l'école de Clermont et des paroles d'Aurélie qui m'ont particulièrement touchée parce que je pense qu'elle a désigné un certain nombre de problèmes sur lesquels nous serons amenés à revenir. Tout cela pour dire que les écoles supérieures, en effet, créent des partenariats à l'international très, très nombreux, structurent ces partenariats, créent des résidences, on pourra les évoquer sur différentes formes, qui sont relativement bien décrits dans le rapport, et font partie aussi de cette réflexion commune. Et souvent, elles sont placées un peu à part, puisqu'on a une logique création-diffusion, on va dire, et enseignement-recherche de l'autre. Mais la recherche, en effet, rejoint bien sûr l'acte de création, et de plus en plus, les écoles sont impliquées dans leur cursus à réfléchir à toutes ces questions, et aussi pour accompagner les artistes diplômés. Et la résidence est un de leurs moyens sur lequel ils sont amenés à avoir une réflexion à l'intérieur même de leur enseignement. Donc c'est vrai que ce sont des acteurs pour vous, pour nous, très, très importants. Donc merci, je sais que ce n'était pas évident pour vous de voir quel était le lien avec les écoles, de commencer cette connaissance réciproque et par la ville de Clermont, par l'école de Clermont, par Muriel Lepage, qui l'a dirigée. Je me permets énormément d'engagement et qu'on a senti dans cette manière d'envisager les résidences. Et juste ensuite, par rapport à vos questions sur les lieux intermédiaires dans lesquels une partie d'entre vous, une partie des membres de l'association sont des centres d'art qui aujourd'hui, pour certains d'entre eux, sont reconnus d'intérêt national. D'autres font partie, on va dire, de cette grande frange de lieux intermédiaires qui elle-même est en train de rentrer aujourd'hui au niveau de l'État dans les tiers-lieux, qui viennent d'avoir leur rencontre depuis 3 jours, que j'ai suivi de loin en loin, étant très impliquée aussi sur ces questions dans mes différents rapports. Et donc, c'est vrai que ces tiers-lieux, ça rejoint cette question du collectif,
des artistes qui créent leur propre lieu. Grégory l'a souligné, Aurélie l'a indiqué, que la résidence, souvent, les artistes disent qu'elle est de plus en plus subie, une obligation pour trouver un peu de moyens, des appels à projets auxquels il faut répondre, et aussi cette volonté qu'ils ont de créer eux-mêmes les conditions, de nouvelles formes d'art. Et on peut se féliciter de ça, et je pense que ces lieux intermédiaires, donc vous avez fait une généalogie, et on en parle dans le rapport, il y a tout un chapitre sur eux, ces lieux intermédiaires, avec la friche notamment de la Belle de Mai, ou les grands voisins, qui sont nos pères, si on peut dire, inventent d'autres formes, avec des résidences dites permanentes et des invitations d'une autre nature que les appels à projets pour la plupart, et rencontrent aussi les run space, dont on parle aussi dans le rapport. Cette nouvelle réalité-là, elle est très importante, et je pense qu'en effet, vos réflexions doivent à la fois s'intégrer dans cette logique globale des lieux intermédiaires qui sont très soutenus aujourd'hui. Enfin, j'allais dire, été moi-même à Marseille, et au début de la friche avec la Williams, au début de Triangle, etc., quand je travaillais au sein de la ville de Marseille. Donc c'est vrai, il le disait là, dans le colloque qui vient d'avoir lieu sur entreprendre dans la culture, voilà, cela renaît après les rapports de l'époque. Et donc, je pense qu'il y a là pour vous une opportunité d'être porté par une logique massive de financement, d'investissement, au nom de ces lieux intermédiaires qu'on dit tiers-lieux, et qui jouent un rôle vraiment important, et qui rejoignent dans les arts plastiques les Fab Labs, dont je parle aussi assez longuement pour avoir fait tout un travail sur eux, qui sont ces sortes d'ateliers où le numérique intervient, mais d'ateliers collectifs, de lieux de production, avec lesquels les écoles travaillent beaucoup ou ont intégré en leur cœur un Fab Lab comme à Arles. Et donc, ces lieux de production et ces lieux de résidence, de plus en plus, ces deux logiques-là s'interpénètrent, dialoguent. Et c'est là tout l'enjeu pour les DRAC, pour les collectivités locales, de regarder ce qu'il y a en termes de ressources sur leur territoire. Donc, sur les liens intermédiaires et cette possibilité pour vous d'intégrer cette logique et ces efforts qui sont faits très largement par l'État et sur lesquels la culture est positionnée. Et ensuite, pour l'international, c'est vrai que j'insiste sur ce lien des écoles et leur partenariat très très fort et structurel qui vous permettent avec vous d'asseoir des politiques. Et sur ce souci d'uniformisation que Charlotte a désigné, qu'a relevé Grégory, j'aimerais dire que c'est vrai que ça peut être une crainte, mais en même temps, et elle-même d'ailleurs le démontre, elle nous expliquait en quoi aujourd'hui, et cela m'a beaucoup frappé dans les discussions, de plus en plus les résidences pensent l'amont et l'aval, l'avant et l'après-résidence, le suivi des artistes. Et ceci qui se fait également à la Villa Kojoyama, et moi-même, en tant qu'inspecteur, on est amené à suivre les projets des artistes, en discuter, les choisir en jury. Et il se trouve que moi j'étais sur les questions du numérique, et j'ai vécu en direct en 2019 un jeune artiste complètement inconnu de nos réseaux qui s'appelle Christophe Galati, qui est arrivé avec un projet de jeu vidéo complètement hors circuit, si je puis dire, et que moi-même j'ai pu défendre. Et tous globalement à la villa, et Charlotte était là, il a eu cette villa. Et donc, a été créée une nouvelle type de résidence sur les jeux vidéo. Ce n'est pas la DGMIC, c'est nous, la création, qui avons été attentifs. Et Christophe, en étant là, eh bien, il vient de créer un game jam en relation avec la scène nippone des jeux indépendants. Donc, il s'est lui-même intégré au milieu dans lequel il travaille pour créer d'autres types de manifestations. Et cette réciprocité, qui est un terme qui pour moi est très important, entre les artistes qui sont accueillis, les structures elles-mêmes, pour moi, sont le ferment qui va faire qu'il n'y aura pas d'uniformisation dans la mesure où l'un et l'autre, on est tous en mouvement. Et donc, Christophe Galati, il a présenté ce qu'il avait pu faire récemment, grâce à la Villa, qui continue à le suivre, et on a pu donc l'écouter derrière nos écrans, nous parler de tout ça. Et je trouve que cet exemple est très parlant de ce qui est en train de se faire aujourd'hui, de cette capacité en fait des uns et des autres artistes et structures à réinventer les choses.
Je crois que le grand changement que note ce rapport à travers ces différents chapitres, c'est qu'on a été longtemps dans une logique, surtout dans notre secteur, de soutien à la création et à la recherche, les résidences création-recherche, qui sont nées dès 2006, et en nous expliquant en quoi d'ailleurs les arts visuels, lors de l'écriture de cette circulaire, ont insisté sur ce type de résidence de création avec l'obligation de résultats, ce qui a été très nouveau pour le spectacle vivant, qui est plutôt lié à des résidences d'accueil pour des répétitions, et qui nous a retrouvés dans toutes les résidences, on va dire, d'écriture, de nouvelles écritures. Et donc, autant des chorégraphes qui sont dans cette logique, des dramaturges, que des metteurs en scène, donc des écrivains. Donc, ces nouvelles écritures qui peuvent être en solitaire et à plusieurs, elles sont dans ces résidences de création et de recherche. Elles nécessitent aujourd'hui, et on l'a vu dans tous les exemples, elles s'interpénètrent de plus en plus. Et ces résidences-là sont absolument cruciales. Nos villas sont essentiellement sur ce créneau-là, même si aujourd'hui elles s'interrogent, et on l'a vu, j'en ai donné un exemple avec Kojoyama, sur la capacité de faire territoire également, tout en étant des huis clos finalement pour les artistes. Donc ce modèle de huis clos est en train de bouger, il s'interroge, et le grand chantier, je pense, qui se joue aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les résidences d'artistes en territoire, où le mot artiste est important et souvent il est mis entre parenthèses et on passe à artistes de territoire, mais c'est bien artistes en territoire, les termes de 2016, et donc à partir d'une démarche d'un artiste, à partir du projet qu'il porte, mais pas le projet, j'allais dire ponctuel, mais vraiment au nom de sa démarche, de ses engagements, de ce qu'il cherche à dire dans le monde, comment on lui donne les moyens sur un territoire particulier de pouvoir mener ce travail et de l'accompagner. Et là, c'est toute l'entrée très complexe d'un artiste au sein d'une université, d'un artiste sur un quartier politique de la ville, d'un artiste au sein de l'université sous forme d'éducation artistique et culturelle. Et là, il se passe des choses sur lesquelles je pense qu'on doit davantage travailler, sur les attendus. Et c'est cela, c'est l'insistance de ce rapport. On en dit, il a été dit aussi pendant le symposium, une commande publique peut émerger d'une présence d'un artiste en résidence. Et tout d'un coup, un lieu, un projet, une œuvre qui s'inscrit de manière temporaire ou définitive émerge. Donc on voit bien que nos procédures sont travaillées par la résidence en territoire grâce à la présence d'artistes, de collectifs d'artistes. Et les tiers-lieux sont là aussi de manière pérenne et travaillent à cela. Nous, on le voit dans les différentes procédures, la richesse en fait qu'il peut y avoir dans ce type de résidence. Et je pense que le rapport a essayé de mettre en exergue cette question-là. Et nous y reviendrons, mais peut-être avec Grégory, parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir son regard aussi. L'artiste associé a été pour moi, j'avoue, une découverte des modalités pour le spectacle vivant, parce que cela vient de la danse avec des résidences sur 3 ans, des résidences longues, des moyens forts, une imprégnation, parce que toutes ces résidences de territoire, en fait, c'est des résidences d'incubation, on dirait en vocabulaire européen, et nous on dirait plutôt d'immersion quelque part. Et donc, nous on a des expériences très très fortes d'artistes associés, notamment à la Criée, où j'ai pu voir le travail de Chaudoué, qui était vraiment magnifique, parce que grâce à la Criée, il a pu traverser le territoire de Bretagne et complètement repenser l'action culturelle d'un centre d'art comme la Criée. Donc on en voit les capacités, les possibilités, et je pense que pour nous, c'est une manière d'articuler vraiment ces deux types de résidence, la résidence de création-recherche et la résidence artiste en territoire. Donc, pour nous, ça a été une piste qui me semble très, très fructueuse.
Alors, si je peux reprendre et poursuivre, Annie et Anne, j'aimerais bien revenir rapidement sur comment dire, la mobilité et sur les écoles. Effectivement, ce que nous a apporté Aurélie Brûle de Clermont-Ferrand était très intéressant et très même touchant, quoi. Ce que je peux rajouter, c'est que ce que la structuration de partenariats à l'échelle internationale produit aussi au sein des écoles, en lien avec les étudiants, qu'ils soient obligés de partir d'ailleurs ou pas, hein, c'est de voir à quel point ça marque et ça imprime la conception même du territoire sur lequel les artistes peuvent se déployer et déployer leur travail. Puisque à bien des reprises, on a pu constater qu'une expérience de cette sorte, un temps dans une école en Finlande, aux États-Unis, en Allemagne, en Israël, en Irlande, etc., produisait du point de vue de l'extension même de l'idée de territoire. Et il n'est pas rare que des étudiants se soient installés dans ces pays-là après un temps dans le cadre d'Erasmus. Ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, et ça peut peut-être modifier aussi l'idée qu'on se fait de la résidence au sens de déplacement. Il y a beaucoup d'expériences aussi et d'exemples qui montrent que aujourd'hui encore, malgré une certaine forme d'intégration européenne, les artistes, dans bien des cas, se retrouvent souvent, on va dire, contrariés dans leur déplacement et dans leur mouvement, voire même dans leur désir d'installation dans un pays qui les accueille, parce qu'on bute toujours, malheureusement, sur des législations nationales, sur des frontières qui ne sont pas forcément des frontières physiques, mais qui entravent terriblement des souhaits ou des volontés comme ça de s'installer, qui en Allemagne, qui en Grande-Bretagne, au Portugal et autres. De ce point de vue-là, je pense qu'il serait temps, et je sais que Art en Résidence a engagé un travail sur ce dossier depuis fort longtemps, il serait temps qu'on travaille vraiment alors plus qu'une boîte à outils, mais à une forme de mobilisation, voire de travail législatif qui aurait pour effet de davantage faciliter, on va dire, la portabilité des droits, qu'ils soient sociaux, notamment quand un artiste décide de se mouvoir finalement sur un espace un peu plus large que l'espace national. Parce que ça crée des vulnérabilités, des fragilités, notamment du point de vue, par exemple, de la permanence d'une allocation, notamment sur le plan de la sécurité sociale, qui peut quelquefois limiter les volontés de déplacement et de mouvement. Enfin voilà, des premiers points comme ça qui me viennent. Sur l'artiste associé, effectivement, à la lecture du rapport Annie, et pour en avoir parlé assez régulièrement avec toi, je pense qu'effectivement, cette question de l'artiste associé, elle renvoie à une expérience que j'ai pu avoir, notamment en travaillant avec Patrick Bouchin et avec Sophie Ricard, puisque les deux, et d'autres ont suivi ensuite, hein, mais ont notamment conceptualisé et expérimenté ce qu'ils ont appelé la permanence architecturale dans pas mal d'endroits, et notamment à Boulogne-sur-Mer pour une des occasions de travail. Et c'est vrai que le temps long, plutôt que le saucissonnage des temporalités, peut produire des effets tout à fait intéressants du point de vue précisément de la plus grande connaissance de l'espace, du territoire, du site et de ce qui l'environne, qui peut être rendu possible par une présence sur un temps long. Du point de vue là aussi, ou là encore des écoles,
je suis persuadé que là, pour le coup, la résidence aurait pour effet de partager avec l'école précisément cette vocation d'apprentissage de la meilleure des façons. Parce qu'il y a à pas mal d'égards entre les résidences et les écoles cette même, comment dire, cette même volonté d'accompagner et de professionnalisation. On l'a vu par exemple avec Marseille dans l'exemple que nous a exposé Bénédicte Chevalier. Il y a dans les deux fonctions, que ce soit l'enseignement avec les écoles d'art et la fonction de résidence, pas mal de choses qui mériteraient d'être articulées, il me semble. Voilà. Annie, si tu veux rajouter quelque chose. Alors, je me permets juste de vous préciser que en fait, le temps passe extrêmement vite là sur cette synthèse, évidemment. 1 heure et on a beaucoup de points à penser, à revoir, à discuter ensemble. Je me permets juste de peut-être préciser qu'on peut prolonger de 5 minutes jusqu'à à peu près à 17h20. Et puis après, évidemment, je vous invite... bah oui Et je vous invite, Grégory et Annie, à continuer à travailler tous ensemble sur les actes. Ça ne s'arrête évidemment pas là. Je vous laisse la parole encore 6 minutes. Oui, dans tous les cas, il paraissait évident dès le démarrage de ce symposium que plutôt qu'une synthèse, c'est davantage voilà, une invitation à poursuivre la réflexion qui allait s'engager. Et de ce point de vue-là, tout l'intérêt des échanges, même si ils ont été contraints pour les raisons qu'on sait, à savoir la proximité et ce qui peut naître de la proximité des différents intervenants n'a pas forcément été rendu possible, mais voilà, il faut absolument poursuivre ce travail. Moi, ce que je voulais rajouter encore peut-être, c'est cette manière aussi dont la résidence, à pas mal d'égards, se rapproche du travail ou de l'idée même qu'on se fait de l'anthropologie. Alors, pour avoir été moi-même formé à cette discipline ou à ce champ disciplinaire, je trouve effectivement dans la résidence bien des accointances ou bien des proximités avec la manière dont un anthropologue ou un ethnographe va prendre comme ça connaissance d'un territoire à partir d'un travail d'enquête en prenant en compte justement l'environnement dans son sens vraiment large. Et alors, évidemment, ça renvoie à ce que disait Annie sur la question de artistes en territoire. Il y a là effectivement des choses qui mériteraient d'être approfondies sur le plan justement de la méthodologie, parce que on ne me fera pas croire que le territoire parle spontanément aux artistes sans que en amont ou sans que pendant la résidence, cette présence sur un site, cette présence en proximité avec des habitants puisse précisément se nourrir de méthodes d'enquête qui ne viennent pas comme ça spontanément dans l'esprit d'un artiste, même si artiste-chercheur, on voit que la figure de l'artiste-chercheur est quelque chose qui marque aussi beaucoup les pratiques contemporaines. Alors, Ronald de Reyes Sevilla Dos Mares parlait d'archéologie. Et puis, nous avons eu aussi Dimitri ce matin, artiste, qui nous a parlé aussi de ce lien avec le maire, etc., ou des gens du territoire qui lui ont appris à lire, en fait, ce territoire-là. Ouais, c'est ça, parce que voilà, on en a effectivement. Enfin, il y a pas mal d'échanges qui ont eu lieu et qui traitaient effectivement un peu de ça. Mais c'est vrai que au-delà même du paysage, tout n'est pas visible. Et je pense que il y aurait là, du point de vue précisément des écoles, et là je me place sous l'empire des écoles, il y aurait là des méthodes de travail à affiner pour voir dans quelle mesure on ne peut pas vraiment faire de ce temps et de cet espace de travail quelque chose qui puisse avoir vraiment une vocation, une vertu, on va dire, de mise en visibilité de choses qui sont invisibles, quoi. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Annie, je veux bien te laisser la parole pour les quelques minutes qui restent.
Oui, alors je vois que le terme recherche-action apparaît là dans la conversation, et c'est vrai qu'on fait écho à cela dans le rapport, comment aussi des chercheurs sont associés à des résidences, surtout quand il est question de développement urbain et dans le suivi au long cours, et qu'on est tout le temps dans une réflexion et une action auquel on associe en fait aussi des scientifiques en sciences sociales ou autres. Et la résidence, souvent, s'outille de plus en plus et s'élargit. Juste peut-être une réponse peut-être que je n'ai pas donnée par rapport à Anne qui avait ouvert ce côté de volet stratégique en DRAC. Et Hélène, vous lui avez posé la question à une conseillère pour les arts plastiques. C'est vrai que c'est une des recommandations parce que les DRAC présentent une stratégie, hein, et donc on a souhaité, ça a été repris par notre direction, qu'il y ait un volet plus stratégique des résidences. Souvent, ce que l'on repère, par exemple en Bretagne et aussi en PACA, ce sont les territoires qui sont sans ressources artistiques identifiées, et comment la résidence est aussi un moyen d'aller vers une population. Et ça a été par l'éducation artistique et culturelle, mais plus largement, on voyait par exemple un centre d'art comme la Passerelle en Bretagne, qui a repéré des associations dans le milieu culturel ou autres, et avec lesquelles il co-crée une résidence. Et comme ça, le travail peut s'enclencher sur ces territoires et amener à réfléchir avec les collectivités territoriales sur ce qu'on en pourrait faire. Donc cette dimension-là, d'irriguer le territoire et d'être au plus proche des populations est un des volets stratégiques. Et comme il faut toujours s'appuyer en effet sur des structures professionnelles, donc celles d'art en résidence, nos centres d'art, bien sûr nos FRAC, cette exigence-là permet de fabriquer en fait les territoires régionaux en l'occurrence. Et puis on avait évoqué avec Anne les Sodavi. C'est vrai que par exemple en PACA, Hélène n'a peut-être pas rappelé, mais il y avait dans le cadre de Sodavi donc un état des lieux, en fait, des lieux de production. Je l'ai évoqué tout à l'heure, et je pense que c'est une bonne entrée. Faut regarder déjà dans ces lieux qui eux-mêmes organisent pas vraiment des résidences, souvent des systèmes d'accueil d'artistes pour leur donner accès aux machines et à un certain nombre de techniciens. Et c'est vrai que cette distinction accueil-résidence, où la résidence, elle, il y a une rémunération pour cette résidence, est un élément important que nous soulevons, très important sur le spectacle vivant. Et donc, ces liens et ces différences entre une résidence et un accueil, à partir de ces diagnostics, de ces états des lieux, notamment des lieux de production dans le cadre des Sodavi, permet, je pense, de passer à l'étape résidence. Qu'est-ce qui se passe, comment on travaille ensemble, et en y intégrant aussi, bien entendu, les institutions dans les écoles supérieures. On est dans les temps, je crois. On est dans les temps. Et peut-être un point aussi, j'ai cru entendre précédemment le terme indemnisation plutôt que rémunération. Et j'insiste peut-être sur ce point, il est important qu'on ait en tête que le temps de résidence doit absolument, évidemment, faire l'objet d'une rémunération, considérant qu'il s'agit là d'un temps de travail au sens strict, et non pas d'une indemnisation qui laisserait penser que c'est compensatoire en quelque sorte, quoi. Parce que évidemment, l'artiste en résidence ne poursuit malgré tout la charge qui est la sienne de sa vie quotidienne, de son appartement, etc. Donc autant de choses qui mériteraient là aussi peut-être de ne pas être oubliées. C'est important. Oui. Et Aurélie l'a rappelé d'ailleurs. Relève, même si c'est vraiment ta charge, si je puis dire, mais qui avait été baillant là-dessus, qu'on n'est pas justement, on est dans les revenus, on a des revenus artistiques. On n'est même pas dans des revenus accessoires, notamment sur la résidence, même si elle nous a fait réfléchir au ministère à l'époque sur ce que sont les revenus accessoires, parce que c'est proprement dit un revenu artistique, un travail artistique qui demande donc rémunération, comme le droit d'exposition sur lequel nous avons aussi beaucoup avancé. Et c'est vrai que cette notion de travail artistique modifie aussi vraiment beaucoup notre approche des artistes et la prise en considération de leur travail, de leurs conditions de travail. Absolument. Est-ce qu'on a vraiment épuisé le temps, Anne, je m'adresse à toi. Je pense qu'on a encore quoi, 32 secondes. Oh mon Dieu. Les questions qui ont été soulevées, là je vois, il y en a 3 par exemple. Est-ce qu'on peut les conserver pour y répondre
dans un temps ultérieur? Ouais. Est-ce que vous arriverez à les conserver, vous parce que là, j'ai peur qu'en éteignant, en finissant le Zoom, je perde l'accès à ces questions. Alors, on va les mettre de côté, Élise. Si on peut faire un petit enregistrement de ces questions-là. Je vois oui, effectivement, sur la rémunération. Mais on ne va pas, malheureusement, pas pouvoir D'accord. cette question-là, puisqu'en fait, ça demande aussi un temps quand même, hein, de réponse. Donc... Moi, je voulais juste aussi signaler, parce qu'un grand absent qui est dans le rapport, c'est les centres culturels de rencontres, le réseau des centres culturels de rencontres qui ont un immense réseau à l'international et qui sont sur l'objet résidence. Nous voyons en quoi, justement, et c'est leur réflexion qu'ils mènent, et que nous avons menée dans le cadre du rapport avec certains d'entre eux, sur leur inscription dans les territoires, justement, et comment ils font territoire, et notamment avec vous. Et je pense que dans l'inter-réseau, ça fait partie des acteurs. Tu le disais sur ton projet de deal, de résidence dans les îles, tu as eu une interlocution avec les monuments historiques. Nous, on parlait des parcs nationaux en région qui mènent un gros travail avec les résidences. Donc souvent, ces autres acteurs, soit qu'ils soient culturels ou pas, et notamment les CCR qui sont très proches de nous, les centres culturels de rencontre, et il y a là, on le voit, des réseaux qui ne se rencontrent pas et qui font un travail assez similaire et qui ont une réflexion aujourd'hui similaire sur la non-uniformisation, sur le rapport au territoire, sur des ressources partagées, sur comment on travaille ensemble et qu'on a une dynamique de réflexion et de coopération. Et voilà, c'est aussi un des messages du rapport. Et c'est vrai que c'est très précieux d'avoir une association comme la vôtre pour pouvoir mener ce travail. Merci Annie. Alors je vois une petite question d'Aurélien Mauplot. C'est la rémunération est souvent liée à l'intervention auprès des publics. Alors pour ce type de questions, Grégory, je me permets de répondre très rapidement, mais si tu veux évidemment préciser une petite chose, on a en tout cas, au niveau des d'art en résidence, on a rédigé une charte déontologique depuis la création de l'association et qu'on a renouvelée l'année dernière. Et on a aussi participé à la rédaction du contrat type de résidence. Dans le cadre d'une résidence, il y a un contrat spécifique qui existe. À art en résidence, on applique la circulaire que citait Annie sur les revenus accessoires, c'est-à-dire que ça, on l'avait vu au tout début aussi avec Grégory Jérôme, que les obligations ne dépassent pas 30%. Donc, pour nous membres d'art en résidence, la rémunération est obligatoire et elle est vraiment pour la résidence. Après, pour les interventions auprès de public, pour les expositions, pour les créations d'éditions, etc., création de textes, conférences ou autres, ça fait partie d'autres contrats et d'autres rémunérations. Grégory. Alors, pour le coup, je vais pas prolonger ce que tu dis. Par contre, j'ai juste souligné quelque chose qui me semble très important. Il se trouve que pour connaître relativement bien ce qui se passe en Allemagne et pour avoir interrogé un certain nombre d'artistes, il se trouve que précisément la rémunération perçue à l'occasion d'une résidence ne constitue pas pour l'équivalent du régime des artistes en Allemagne un revenu artistique de la même façon que c'est le cas en France. Donc, on voit bien là aussi que le travail que vous avez pu mener et le travail qui a pu être mené par l'ensemble des acteurs, centres d'art, structures de résidence, sur la reconnaissance de la résidence comme modalité du travail artistique au sens strict, imprime aussi fortement, y compris la législation qui encadre ce qu'on appelle un peu faussement le statut de l'artiste, quoi. Donc, en Allemagne, une allocation perçue à l'occasion d'une résidence n'est pas considérée comme un revenu artistique, et ça en dit long sur l'histoire précisément, voilà, qui peut distinguer les situations nationales selon le travail qui a été conduit ou pas en lien avec le ministère. Voilà. Merci Grégory. Merci beaucoup Annie Chèvrefils-Desbioles et donc Grégory Jérôme pour ce superbe retour
qui continue évidemment, qui ne s'arrête pas là à 17h27. Je redonne la parole à Mathilde Guyon et j'invite Chloé Fricou à me rejoindre. Je pousse mon siège. Juste un mot très rapide. Évidemment, merci infiniment à tous de nous avoir suivis pendant ces 2 jours. Je tiens à féliciter et à remercier très chaleureusement Anne Stouvenel, Chloé Fricou et Elise Stoufflet pour leur travail, pour ce travail. Et elles ont été aussi épaulées par Héloïse et Sarah. Un grand bravo à elles. Je leur laisse maintenant la parole, donc Anne Stouvenel et Chloé Fricou, pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Alors c'est un peu difficile quand même de parler après cette dernière intervention qui a été très dense, très riche et en effet on a quand même envie de continuer à déborder sur le temps, mais on va devoir s'arrêter et pour s'arrêter, la plus belle façon c'est quand même de remercier toutes les personnes qui nous ont entourés. Donc un grand merci à nos partenaires, d'abord au Carreau du Temple qui devaient nous accueillir pour la en présentiel. Merci Sandrina Martins, merci Maïla Bescon. Merci également à la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture qui nous a soutenus pour la mise en place du colloque, qui est le premier colloque français et donc on va ajouter digital à traiter des résidences d'artistes. Merci François Quintin, Marianne Berger et Simon André de Conchat. Un grand merci à l'Institut français aussi, dont l'engagement à nos côtés souligne ce souhait partagé d'un renforcement de l'outil et des structures que sont les résidences. Donc, merci Hérol Hoc, Éric Soulier, Fanny Roland. Un grand merci et bien sûr, merci à toutes les intervenantes, tous les intervenants d'avoir partagé vos expériences avec un public dont on a pu voir qu'il était très nombreux. Et merci de nous avoir suivis dans tous les rebondissements de l'année 2020 et d'avoir pu maintenir coûte que coûte ce colloque dans sa version digitale du coup. Voilà. Alors, Reflecting Residencies ne s'arrête pas là puisque 2 ateliers pro sont encore à venir le 29 octobre et le 5 novembre. Vous pourrez retrouver prochainement des vidéos de synthèse de Reflecting Residencies ainsi que des actes écrits, on en a parlé, dont la synthèse est confiée à Mathilde Chénin, artiste et chercheuse. Nous y trouverons également des synthèses, des modérateurs et autres entretiens spécifiques. Et nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet et sur les réseaux sociaux pour continuer de suivre cet événement et ceux à venir. Très bonne fin de journée à toutes et à tous et très bon week-end.